pense que c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est parfait. On est en direct, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le mag de sport.fr. Je ne vais pas perdre plus de temps. On va présenter la tablée du jour comme d'habitude. David est là. Bonjour David, comment vas-tu? Salut à tous. Hugo est là, en direct de Corée. Hugo, comment ça va? Eh ben, ça va très bien, très content d'être de retour du coup, après une semaine de break. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Une semaine de break dans laquelle tu as profité pour aller voir un petit match justement dans AOT. On a eu quelques nouvelles par Greg. Exactement. Nickel. Exactement. Petit match entre la Corée et Singapour, 5-0. C'était du beau spectacle. Ça, c'est propre. Et justement, Greg est là également. Bon, la chemise est rangée, Greg. On va pas en dire plus là tout de suite. Mais... Ah bah, pas de victoire, pas de chemise. Donc, voilà. C'est comme ça. Salut à tous. Elle reste au placard. Elle restera au placard cette semaine. Bon, écoutez, on va pas perdre plus de temps. On va parler de plein de sujets aujourd'hui, beaucoup de Ligue 1, pas mal de Ligue des Champions aussi pour cette semaine. Mais voilà, comme toute bonne émission, on commence avec les tops et les flops, avec ce qui s'est passé cette semaine. On commence par David. David, c'est quoi ton top de la semaine? Mon top de la semaine, je l'attribue à Ousmane Dembélé. The winner is Ousmane Dembélé, qui a marqué un but exceptionnel face à Monaco, et puis qui fait taire les critiques progressivement, mais sûrement. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, il était beaucoup critiqué à ses débuts depuis son arrivée au mois d'août au PSG, un peu dans la continuité des critiques qu'il essuyait déjà au Barça. Mais moi, je pensais qu'un joueur de ce talent-là allait forcément finir par faire la différence. C'est ce qu'il est en train de faire. Là, ça fait 3-4 matchs d'affilée que les commentateurs saluent la qualité de ses matchs, du contenu de ses matchs, et c'est sanctionné par un magnifique but face à Monaco qui concrétise statistiquement cette montée en puissance d'Ousmane Dembélé, qui, à mon avis, est l'un des arguments du PSG pour franchir un cap en Ligue des Champions. J'espère que demain, il fera un grand match. On en reparlera d'ailleurs de ce match contre Newcastle, match capital. Mais c'est vrai que l'équipe du PSG monte en puissance. Et d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, mais en plus de Ousmane Dembélé, toute l'attaque, entre guillemets, flop a marqué. Tout le monde a marqué Ramos, Kolo Muani, enfin bref, tout le monde a marqué. Kolo Muani. Donc voilà. Ok, très bien. Hugo, on passe à toi. C'est quoi? Quel est ton flop ton top de la semaine? Pardon. Alors, en top de la semaine, avant de parler beaucoup de foot, j'avais envie de donner mon top de la semaine au jeune Théo Pourchère, champion de Formule 2 ce week-end. C'est un nom dont on entend pas mal parler ces dernières années sur le circuit automobile. Il avait été vice-champion de Formule 3 derrière Oscar Piastri, qui du coup aujourd'hui est pilote de F1 chez McLaren. Et du coup, c'est un Français qui gagne un championnat de Formule 2. C'était pas arrivé depuis Pierre Gasly, du coup. Il y avait Grosjean qui avait aussi remporté la Formule 2. Voilà, c'est des pilotes qui ont eu des belles carrières en F1 après, donc c'est vraiment ce qui attend pour Cher aussi. Seul petit bémol, c'est que du coup, il est chez Alfa Romeo, chez l'écurie académique Alfa Romeo. Donc, il y a des prises avec Bottas et Guan Yu, le chinois. Donc, sachant qu'il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de refaire une saison en Formule 2. Il a plus, donc, il va falloir qu'il c'est une nouvelle règle. D'autres en attendant, peut-être en anglais ailleurs. Donc voilà, il va falloir qu'il patiente avant de faire ses grands débuts en F1. Ils peuvent le tester en pré-saison, il peut être plus rapide que Bottas ou que le chinois. Ça peut arriver aussi. Ouais, mais bon, ça arrive rarement de faire des changements quand même. Ouais, et puis il y a pas que, enfin pour le coup, par rapport au chinois, on sait que les places, il n'y a pas beaucoup de places.
C'est aussi une question marketing par Ouais. rapport aux pilotes chinois, genre tout Ouais, au grand marché asiatique. Par contre, David, du coup, j'ai un Ouais, ouais. juste un tout petit problème, c'est par rapport au, il y a comment ça s'appelle, il y a un écho. Je vois pareil, c'est un module un sur écho, ton micro, ouais, il y a un petit écho. Je sais pas si vous l'avez aussi, je sais pas si vous l'entendez, mais peut-être voilà, le moi, sur positionnement. un module, j'en ai un petit, donc je sais pas. Ouais, non, c'est bon. Ok, Et là, est-ce que c'est mieux ou je sais pas, euh, un peu tuté. alors je sais pas, est-ce que vous pouvez parler parce qu'avec moi, je m'entends pas, enfin, je sais pas du tout quand je parle, mais je pense, bon, écoute, ça a l'air mieux, on verra, je te dirai au fur et à Ouais, mesure. allô. On va voir au fur et à mesure, ouais, c'est ça. C'est Tu ça, on me verra au dis fur et à mesure. si c'est bon. Ok. Bon, très bien. Juste, justement, bon, on en a pas parlé enfin, on n'en a pas parlé, ouais, on n'a pas parlé en off de l'émission et tout ça, mais voilà, j'avais préparé un petit truc par rapport justement à Théo Pourchaire, mais quelques petits trucs. Donc, Hugo nous a dit, nous a parlé de Romain Grosjean et Pierre Gasly qui avaient remporté la F2. Est-ce que vous pourriez m'en citer d'autres? Je vous demande pas tous parce qu'il y a des noms que je suis pas sûr que voilà, on peut sortir très très vite, mais il y en a au moins un autre voilà, qui pourrait vous venir. Bah, Mick Schumacher, non? Non, mais Ah non, En français, français, pardon. français. Ah, Jean Alesi, quelque chose comme Voilà. ça? Jean Alesi, exactement. Jean Non? Alesi l'avait remporté. Jean Jean Alesi. Alesi a remporté la Formule 2 en 1989. Et voilà, après, il y a d'autres petits noms, mais qui sont voilà, un peu plus méconnus, entre guillemets. Enfin, pas méconnus, mais voilà, moins connus, on va dire. Ok, très bien. On passe au. Mais tant qu'on est dans la voiture, dans les courses de voiture, dans les courses de monoplace, je vais parler de mon top avant de donner la parole à Greg. Parce que mon top, c'est. J'avais envie de juste rapidement de revenir sur la saison de Max Verstappen en quelques chiffres, et en pas mal de chiffres, gros chiffres même, j'ai envie de vous dire. Parce que voilà, donc il a remporté ce dimanche le Grand Prix d'Abu Dhabi, le dernier Grand Prix de la saison. Il était déjà champion, évidemment, depuis le Qatar, je crois. Donc voilà, mais ça lui a permis de gonfler encore un peu plus ses chiffres. Donc très rapidement, hein, je vais vous les faire très vite. Donc c'est 19 titres de 19 Grands Prix remportés cette saison. Donc c'était un record qui appartenait d'ailleurs à lui-même. Donc 13, il était un record co-détenu avec Vettel. Et oui, il y avait plus de courses cette année que les années précédentes, mais si on ramène au pourcentage, voilà, il a remporté 86,36% des Grands Prix cette saison, ce qui est complètement fou. Il a dépassé Schumacher, du coup, qui en avait remporté 72% en 2004 et Vettel 68% en 2013. Donc c'est totalement énorme. Cette saison aussi, c'est 10 victoires consécutives. Et puis, il a dépassé largement les 500 points. C'est pareil, le calcul de points n'est plus le même depuis quelques saisons, mais c'est juste pour comparer. Il a donc 500 points et les deux pilotes de Mercedes, donc l'écurie qui termine deuxième au classement constructeur, en font 409. Donc voilà, encore, donc ça c'est pas mal. Et puis, autre petit chiffre encore, il a décroché 21 podiums cette année sur donc 22 courses, voilà, ce qui est énorme. Et il a passé 75,70% du temps de tous les tours qu'il y a eu cette saison. Il a passé 75% de son temps en tête d'un Grand Prix. Voilà, il a mené donc 1003 tours. Sur 1325 tours au programme. Enfin bref, il a fait une saison complètement monstrueuse. Et voilà, il a mené donc 75% du temps. Il a dépassé. Donc c'était Jim Clark en 1963, donc il avait mené 71% du temps. Enfin bref, voilà. Il est également le premier à mener 1000 tours, mais c'est pareil, il y a plus de Grands Prix cette saison, donc on va dire que c'est pas du jeu, mais quand même, quoi, la domination est monstrueuse. Donc voilà, j'avais juste envie de souligner tous ces chiffres-là. Je donne la parole pardon, à Greg maintenant. Écoute, Greg, quel est ton top de la semaine? ouais, écoute, pour revenir à Verstappen, les chiffres sont vraiment vertigineux, quoi. On voit sa domination, mais là, tu nous le donnes les chiffres.
Les tours, 75%. Enfin, c'est grand respect. Alors moi, mon top, il est sur le tennis, il est sur Jannik Sinner, parce que donc il y avait la Coupe Davis, donc là, la saison se termine. Alors cette semaine, il y a le Masters Next Gen, avec notamment Arthur Fils et Lucas Vanaché. Et il y a Arthur Cazot aussi, qui est en remplaçant, donc 3 Français. Et donc c'est sur Jannik Sinner, parce que je tiens à le féliciter, parce que donc il y avait la Coupe Davis. Et donc Djokovic, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on en a parlé vaguement, voulait emmener son pays tout en haut, donc remporter la Coupe Davis. Et finalement, en fait, c'est l'Italie qui a gagné la compétition. En demi-finale, il y a eu donc le fameux choc que tout le monde attendait, donc entre l'Italie et la Serbie. Voilà, Sinner a sauvé 3 balles de match quand même. Il sauve 3 balles de match alors que l'Italie était menée 1-0 et il bat Djokovic. Et ensuite, il gagne en double. Donc, je voulais lui rendre hommage. Et puis derrière, l'Italie bat l'Australie hier soir en finale. Voilà, donc mon top, c'était lui parce que moi, je n'aurais jamais mis une piécette sur lui, surtout qu'il restait sur une défaite une semaine plus tard, pas une semaine avant, surtout à la maison, au Masters. Et il l'a fait, donc grand respect à lui. Grand bravo, c'est clair. Ok, bon, ben on a fini, on a fait le tour des tops de la semaine. On passe forcément au flop, qui dit top, qui dit flop. Et on reprend la boucle. David, c'est quoi ton flop de la semaine? Qu'est-ce qui t'a moins plu cette Moi, semaine? ça va être en une phrase, parce que ça va servir de tout simplement de transition à ton premier débat du jour. C'est que mon flop de la semaine, c'est Fabio Grosso. Fabio Grosso, qui a quand même eu, on va rentrer en détail, mais qui a quand même eu du temps depuis qu'il est là pour redresser la barre, et la barre, elle se redresse pas, c'est la descente aux enfers, au contraire. Donc voilà, mon flop, c'est pour l'ami Fabio ce lundi. C'est compréhensible, c'est clair. On va en parler juste après. On va revenir sur la défaite de l'OL contre le LOSC et d'ailleurs on va parler peut-être la fin finalement de Grosso, mais ça voilà, on verra. Je vous poserai des questions tout à l'heure. On passe à Hugo. Hugo, c'est quoi ton flop à toi de cette semaine? Alors, moi, mon flop, c'est pas en soi, mon flop, c'était pas l'initiative qui est plutôt bonne, mais j'avais envie de parler de ce fameux nouveau badge de meilleur buteur de Ligue 1 qui, du coup, décore le maillot de Kylian Mbappé depuis vendredi et le match contre Monaco. Moi, ce que je trouve complètement stupide, c'est le timing. Pourquoi l'instaurer en plein milieu de la saison, alors qu'Mbappé a déjà le double des buts d'Akor Adams, de, de Ben Yedder, de Mostafa Mohamed, de tous les autres derrière. Je crois qu'il est à 14 et Akor Adams est à 7, si je dis pas de bêtises. Et après, c'est 5 buts, les meilleurs buteurs. Donc voilà, c'est déjà plié. Autant dire que Kylian Mbappé aura le petit badge sur son maillot toute la saison. Voilà, je comprends l'intérêt de le mettre en début de saison, que ça pousse à la concurrence, ça fait un peu office de maillot jaune du Tour de France, quoi. Mais voilà, l'instaurer en plein milieu de la saison alors que c'est déjà plié, je trouve ça ridicule. C'est un peu bizarre. Le timing est bizarre, je suis d'accord. Le timing, il est lié à des réunions, marketing, entre les grands penseurs de la ligue, le sponsor, le couturier. Enfin, c'est tout un cérémonial. C'est pour ça que ça arrive maintenant. Autant attendre la saison d'après, quoi. Je comprends pas. C'est un peu bizarre de mettre quelque chose en plein milieu de la saison. Ça, c'est vrai que c'est un peu étrange. Mais bon. Ok, très bien. Et toi, Greg, c'est quoi ton flop de la semaine à toi? Et vraiment, mon flop, alors je vais être peut-être un peu dur, mais c'est surtout de la déception, c'est la défaite de l'Asvel, qui donc, on en a parlé aussi la semaine dernière, jouait son tout premier match donc de l'histoire, de l'histoire de la salle de la LDLC Arena. Et j'ai regardé le match et c'est dommage parce que l'Asvel a mené tout le long du match. Alors, quant à Bayern Munich, aussi, voilà, Francisco, d'ailleurs un Français, ça peut être pas mal pour les JO, mais qui a vraiment fait très très mal au Villeurbanais parce qu'il a mis des 3 points partout. Mais j'ai trouvé ça dommage parce que l'Asvel a vraiment mené tout le long du match. Et au final, le Bayern a fait un match, comme on dit dans le jargon, de traînard. Ils ont toujours été derrière, mais à 3, 4, 5 points, pas plus. Et c'est dommage parce qu'au final, l'Asvel, au bout de 2 prolongations quand même, donc match historique dans cette salle, et s'impose 101-100. Voilà, donc je trouve ça un peu… Alors, flop, c'est peut-être pas un flop parce que le Bayern est une grosse équipe, tout ça, mais je trouve ça
c'est une déception parce qu'ils avaient tout pour réussir et malheureusement, ils n'y sont pas arrivés. Ils s'inclinent de un petit point d'ailleurs. Après 2 prolongations, ce qui est hyper rare en basket. C'est vrai. Ok, bah, écoute, très bien. Moi, je vais parler d'une image qu'on n'aime pas voir, qu'on n'aime pas voir du tout. C'est en fait le bus après, enfin voilà, quelques semaines après le bus de l'OL et d'ailleurs un bus aussi de supporters de l'OL qui avait été caillassé aussi. C'est celui de Brest qui a été pris à partie ce week-end après la défaite Montpellier a perdu 3-1 donc face à Brest. Et au retour, sur le chemin retour vers Brest, le bus des supporters brestois a été pris pour cible et donc visé par des pavés et autres projectiles. Donc il y a eu pas mal d'images assez. Je vais vous en mettre une d'image à l'écran. Alors attendez, je la retrouve. Voilà, par exemple. Voilà le genre de projectile qui a été lancé sur le bus. Donc, il y a eu des vitres brisées, évidemment. Il n'y a eu aucun blessé qui a été recensé, en tout cas selon les infos que j'ai pu voir, France Bleu, etc. Il n'y a eu aucun blessé. Mais voilà, je me demande vraiment ce qu'on attend pour réellement punir ce genre de situation. Parce que, voilà, s'il se passe ce qui s'est passé comme à OMOL, on va attendre tranquillement qu'il y ait un meurtre, un décès ou qu'il y ait un gros drame pour réagir réellement et pour punir les responsables. Et ça, je trouve ça scandaleux. Donc voilà, j'avais évidemment envie de le souligner. Voilà, j'ai une image comme celle-là, qui se passe quelques semaines après ce qui s'est passé à Marseille. J'ai trouvé ça vraiment honteux. Donc voilà. Et aussi pour rebondir, Ruben, justement, tu parlais de Marseille, donc je pense que nos auditeurs l'ont vu, mais donc il y a eu le premier jugement pour un des soi-disant supporters de l'OM qui a donc balancé le pavé. Donc il a pris Thomas Est, voilà. Il a pris donc 4 mois avec sursis. Donc en gros, on va pas se mentir, c'est rien. Voilà. Et une amende. Et en plus, soi-disant, il n'était pas connu, tout ça. C'était quelqu'un, soi-disant, qui n'avait rien à voir avec l'OM. Il est abonné depuis 10 ans au club. Voilà. Mais ça rejoint ce que tu dis. De toute façon, tant qu'il n'y aura pas un mort, c'est triste ou quelque chose comme ça. C'est ça. Limite, on fera rien, quoi. On fera rien. Je suis totalement d'accord. Non, mais bref, c'est catastrophique.